Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les nombreux retours que j'ai eus sur ma première vidéo concernant le CTS 2024. Voilà, j'ai eu de bons retours, nombreux m'ont encouragé à continuer, donc je vous remercie pour ça. Et c'est ainsi que je vous présente ma nouvelle vidéo sur une arme encore de ma collection personnelle que je peux me permettre de dégainer de ma poche. Voilà, il s'agit d'un Webley Automatic Pistol modèle 1908 MP en 7,65 Browning. Alors c'est un pistolet qui est plutôt intéressant au niveau de son histoire et il est réputé pour être particulièrement laid. Voilà, c'est l'un des pistolets les plus moches de l'histoire, d'après un sondage personnel. Et par contre, il a quand même équipé le garde du corps le plus célèbre de Winston Churchill, Walter Thompson, voilà, durant plus de 18 ans. Donc c'est pour ça que malgré tout, c'est un pistolet que j'apprécie dans ma collection. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et tout de suite, je vous présente l'histoire de ce pistolet. Celle-ci commence en 1903. Un ingénieur de chez Webley Scott Revolver and Arms Company Limited, un certain William John Whiting, commence à travailler sur des prototypes de pistolets automatiques. Après un premier échec, le Webley Scott modèle 1903 expérimental en 38 rimless, il aboutit à présenter le modèle 1904 expérimental avec une toute nouvelle cartouche, la 455 Webley Auto, plus connue maintenant sous le nom de 455 Auto. Le pistolet est présenté au War Office et 10 exemplaires ainsi que 3500 cartouches sont achetés par la Navy en vue de remplacer ses revolvers Webley Mark VI. L'évaluation est un échec complet. Le War Office retient 5 points rédhibitoires. La position exposée de la sécurité coulissante, la sensibilité du pistolet au sable, sa tendance à éjecter les douilles au visage du tireur, son recul excessif et surtout son manque de fiabilité. J'ai trouvé une source citant 56 enrayages sur 350 cartouches tirées. Pas terrible donc. Après cet échec, la priorité est donnée au développement d'un pistolet commercialisable tout de suite pour le marché civil, américain notamment, et Whiting développa très rapidement un petit pistolet à canon fixe et culasse non calé, le modèle 1905 en 7,65 Browning. Un petit pistolet peu cher à produire car il ne comportait que 35 pièces au total, mais présentant une très belle finition avec un bronzage bleu carbone, un chargeur nickelé, ainsi que plusieurs pièces externes jaunies ou bleuies à la flamme. Malgré tout, il ne coûtait que 42 shillings, soit 246 euros d'aujourd'hui, alors que le Colt 1903 était vendu 85 shillings, soit 507 euros d'aujourd'hui. Le Browning modèle 1900 fabriqué en Belgique par la FN était lui vendu à 65 shillings, soit 387 euros d'aujourd'hui. Webley Scott vous vendait même les modèles 1905 à 28 shillings pièce à partir de 1000 unités commandées. Le succès commercial étant au rendez-vous, Whiting enchaîne avec le modèle 1907 en calibre 6,35. Toujours avec une belle finition et un ressort lame dans la poignée pour le rappel de culasse, il est encore plus compact et léger que ses concurrents, 56 grammes de moins que le Browning 1906. Il est développé avec ce pistolet un nouveau système d'éjection de chargeur, un bouton à l'extrémité de la poignée, jugé plus distingué pour un pistolet de veston. Un pistolet de veston qui trouvera finalement sa place plutôt dans les jarretières des dames. En 1908, Webley entreprit de moderniser sa gamme de pistolets en 7,65 Browning, ce qui donnait dès 1909 le modèle 1908. Quoi, vous trouvez que c'est le bordel dans la nomenclature des armes? C'est normal, c'est anglais. Un levier de sûreté moins cher est adopté, le système de boutons de chargeur du 1907 est repris également, une rainure de visée plutôt qu'une hausse est préférée, une seule encoche de rétention du canon plutôt que deux, le chien a été alourdi et plein d'autres petits changements minimes de mécanique interne. Que ce soit le 1908 ou bien sa dernière version, le modèle 1921, il sera populaire auprès des pilotes de la RAF durant les deux guerres mondiales comme arme personnelle, ceux-ci se plaignant de l'encombrement des revolvers Webley qui leur étaient fournis par l'armée de l'air. Ainsi, on les retrouvera partout dans l'armée de l'air et même dans les mains de certains SAS et SOE à la Deuxième Guerre mondiale, l'appréciant pour un emport discret et peu encombrant. Une version avec silencieux sera même fournie pour combler le manque de pistolets Welrod. De 1910 à 1912, Webley Scott et Whiting
n'ont jamais perdu de vue l'objectif initial de créer un pistolet militaire à culasse verrouillée pour remplacer les revolvers Webley Mk6. De 1910 à 1912, 30 prototypes furent produits et un pistolet s'est même affiché au catalogue de Webley & Scott sous le nom de 455 Automatic Pistol. L'immense majorité de ces pistolets furent achetés et réservés à des tests militaires. Ils utilisaient un système de culasse breveté en 1906 qui consistait en un ensemble de 2 nervures inclinées à 45 degrés de chaque côté du canon, imbriquées dans des rainures femelles du cadre de la glissière. En 1912, la Royal Navy testa le pistolet aux côtés du Colt 1911 et l'adopta finalement en 1913 au détriment du Colt. La Royal Horse Artillery fit un appel d'offres pour remplacer ses carabines courtes en 303 par une arme plus légère mais capable de tirer jusqu'à 300 mètres tout de même. Voici un exemple de carabine courte de la Royal Horse Artillery, un Martini Enfield en 303 British. Quand je peux vous les montrer autrement qu'en photo, c'est quand même mieux. C'est peut-être le meilleur pistolet de la Première Guerre mondiale. Il était fabriqué avec beaucoup de soin, une mécanique très solide et fiable, une sûreté de poignée très moderne pour l'époque et un système de chargeur demi-engagé pour servir de cut-off et ainsi tirer une seule balle sans être réapprovisionné par rechargeur, qui lui donne un charme si caractéristique des armes du début du XXe siècle. Malheureusement, depuis 8 ans que je collectionne les armes britanniques, je n'en ai jamais vu qu'un seul à vendre en Belgique et au-delà des 3000 €. Une somme déjà élevée mais qui, en plus, s'ajoute à la rareté absolue de la munition. Donc 3000 € pour une pièce de collection magnifique qui restera inanimée, ce n'est pas encore dans mes priorités. Si ce pistolet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Ian McCollum de la chaîne Forgotten Weapon qui illustrera mieux mes propos que je ne puisse le faire. Bien, revenons maintenant à l'arme que je vous présente aujourd'hui. Le Webley Automatic Pistol modèle 1908 MP en calibre 7,65 Browning. Historiquement, la police de Grande-Bretagne n'est pas armée, sauf en Irlande et en Irlande du Nord par la suite. Cela pour 2 raisons principales. En 1829, lorsque la Metropolitan Police est créée à Londres, il fallait distinguer les policiers de l'armée de terre britannique. À l'époque, l'armée était habituée à intervenir durement lors des émeutes ou missions de maintien de l'ordre. La deuxième raison est simplement pour rassurer l'opinion publique qui craignait une deuxième force de maintien de l'ordre armée qui les tourmente davantage. Mais la question sur l'armement de la police a toujours existé et continue encore de faire débat. Au tout début du XXe siècle, Londres est frappée d'une hausse importante de la criminalité organisée. En 1909, 2 agents de la Metropolitan Police sont tués par des armes automatiques. Il est décidé en réponse d'armer des policiers de fusils de chasse à double canon en calibre 12 pour certaines interventions à risque. Puis, en décembre 1910, un vol de bijoux dans la City tourne mal, 3 policiers sont tués, 2 autres blessés et le chef du gang de braqueurs, George Garstein, est tué. La suite de l'enquête mène la police à se rendre au 100 Sydney Street dans le quartier de Stepney, où le reste de la bande est soupçonné de se cacher. Le matin du 3 janvier 1911, une fusillade d'une ampleur encore inédite à Londres éclate. Les truands tirent sur la police à l'arme automatique. Ils sont équipés notamment de C96 Schnellfeuer. Ainsi, la police n'a pas le choix, elle fait appel en urgence à l'armée et des Scott Guards de la Tour de Londres se portent volontaires. Le siège du 100 Sydney Street dure 6 heures et se finit par l'incendie de la maison avec 2 criminels à l'intérieur, ainsi qu'un 3e mort par balle, tué par un militaire pendant qu'il essayait de fuir l'incendie. Par miracle, aucun policier ou militaire ne sera tué lors de cette fusillade, mais un pompier sera mortellement blessé dans l'effondrement du bâtiment en tentant de circonscrire l'incendie. C'est aussi la première intervention anti-gang de la Metropolitan Police qui est filmée. En effet, un caméraman de Pathé News est présent sur place et filme la violence des combats, la débandade de la police et le secours de l'armée qui mobilisera quand même 6 hommes à pied, un binôme d'opérateurs de mitrailleuses Maxim et même un putain de canon de campagne 13 pounder Quickfire qui arrivera trop tard et ne sera pas utilisé. La grande implication du ministre de l'Intérieur de l'époque, présent lors du siège, un certain Winston Churchill, sera également largement filmée et relayée dans la presse. Ces images choqueront l'opinion publique et débouchera sur un débat politique houleux dont les Britanniques ont le secret et forcera le ministre de l'Intérieur de prendre une décision radicale, équiper les officiers de la police de pistolets semi-automatiques. On raconte que le modèle de pistolet fut choisi très rapidement par Winston Churchill lui-même. Il s'agira d'un Webley M1908. Pourquoi ce choix ? Peut-être parce que le 1er janvier 1911, il lui sera fait cadeau d'un Webley M1909 en 9 mm Browning long. Le pistolet sera officiellement sélectionné en octobre 1911 et les livraisons commenceront en novembre 1911. Des modifications mineures seront demandées à la Metropolitan Police pour leur pistolet.
une détente améliorée avec un départ de coup inférieur à 8 livres, un arrêtoir de culasse une fois le chargeur vide, et une sûreté qui ne pouvait pas être désengagée accidentellement. L'entreprise Webley prit même la liberté d'y ajouter une meilleure hausse en V fixe sur queue d'aronde au lieu d'une encoche présente sur le modèle 1908. Il y eut 1826 pistolets fabriqués pour la Metropolitan Police. Ceux-ci sont caractérisés par la couronne royale avec les initiales MP. Plus ou moins 14 000 autres pistolets seront produits par la suite dans cette configuration entre décembre 1911 et mai 1940 pour d'autres polices à travers l'Angleterre et les pays du Commonwealth, mais ceux-ci n'arboreront pas la couronne royale, si distinctive des pistolets de la police de Londres, commandée par Sir Winston Churchill himself. Ainsi, le service de sécurité du 10 Downing Street étant géré par la police métropolitaine, c'est avec ce pistolet que Walter Thompson assurera la protection de Churchill durant 18 ans, de 1921 à 1935 et de 1939 à 1945. Il lui sauva la vie à 20 reprises, déjouant des complots de l'IRA, de nationalistes indiens, de nationalistes arabes, d'agents nazis, de communistes grecs ou tout simplement de la propre témérité de Churchill lui-même lorsqu'il s'exposa au danger des bombes du Blitz. Donc, après de longues minutes sur l'histoire de ce pistolet, je le reconnais, nous voilà avec le Webley Automatic Pistol modèle 1908 MP face à vous. Voilà, donc ceci est mon exemplaire. Vous pouvez voir, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, voilà, on voit la couronne, on voit le marquage MP qui est là, avec la couronne qui est malheureusement à demi effacée, mais on la reconnaît encore. Et l'année de fabrication, ce n'est pas le modèle, contrairement à ce que le registre central des armes en Belgique a noté, malheureusement. Ils l'ont noté modèle 1911. Non, c'est l'année de fabrication qui correspond à l'année de commande, comme je vous l'ai expliqué, en octobre 1911 et la fabrication en novembre 1911. Voilà, qui est là. Donc c'est bel et bien un exemplaire original de la police métropolitaine, comme il y en a eu 1826 fabriqués. Et je voulais faire une vidéo sur cette prise de vue pour illustrer la qualité de fabrication de ces pistolets. Même si au début du XXe siècle, c'était relativement courant de faire des finitions à la main, ça n'en reste pas moins vraiment agréable et impressionnant quand même de la qualité de travail des ouvriers de l'époque. Quand on sait la galère que c'est en tant qu'armurier. Comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo, on voit le cran de mire qui a été rajouté par Webley sans même que ce soit commandé par la police ou par le ministre de l'Intérieur, puisqu'on constate ici la rainure originale pour la prise de visée sur un modèle 1908 civil. Elle sera toujours présente et il n'y aura pas la mire que vous voyez ici. Voilà, il n'y aura que la rainure sur le modèle civil. Et d'ailleurs, Churchill possédait un modèle civil sans mire, du coup, juste un modèle civil qui a d'ailleurs été vendu 7000 livres sterling aux enchères il y a quelques années. Sur les modèles civils aussi, le chien était bleui ou jauni à la flamme, ainsi que le pontet et la queue de détente, alors qu'ici, on voit que ces trois pièces sont nickelées. Et en écrivant cette vidéo, j'ai aussi constaté que je ne pense pas avoir le chargeur d'origine, parce que quand bien même le talon est nickelé, comme les chargeurs pour ces pistolets MP, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse quand le chargeur est vide. Voilà. Vous voyez que mon arme est vide, et si je relâche, ça repart. Voilà, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse, donc ça ne doit pas être le chargeur d'origine, ça doit être un chargeur civil qui était étonnamment nickelé. Voilà, le reste c'est du fer blanc brossé. On voit d'ailleurs le bouton de rétention du chargeur qui nous vient du modèle en 635, qui était jugé plus distingué. La sécurité, c'est un petit peu étonnant, c'est un peu contre-intuitif, je vais dire.
Mais la sécurité dans cette position est en sécurité parce que vous voyez marqué safe. Si je cache le safe avec la sécurité, alors là, il est prêt à faire feu. Je vais démonter le pistolet pour vous montrer que vraiment ça saute aux yeux qu'il n'est composé que de 35 pièces. Il y a vraiment très peu de pièces à l'intérieur. Voilà, alors cette plaquette là, elle est toujours plus compliquée à retirer. Voilà. On va retirer le chargeur quand même. Voilà, ici on voit du coup la tringle de la détente, de la queue de détente qui s'applique, qui est alignée avec la gâchette. Et si on met en sûreté, en fait, la sûreté va pousser la tringle de la queue de détente et ainsi la déconnecter de la gâchette. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pousser la sûreté vers le bas et la mettre en parallèle avec la glissière, étonnamment. Mais c'est un système simple qui nécessite du coup peu de pièces, hein, puisque ici en fait le levier de sûreté est brasé sur la pièce, brasé à l'argent. Et de l'autre côté, on voit le ressort récupérateur qui est un ressort lame qui est très très dur. Malgré ses plus de 100 années, vraiment, je dois vraiment bien le tenir pour faire aller la glissière, malgré que ce soit un petit pistolet. Il faut vraiment bien le tenir et les stries de préhension sont pas si bien taillées que ça. Donc vraiment, il faut le maintenir fermement. Ça demande d'être un petit peu franc. C'est vrai que j'aime vraiment bien la finition de ce pistolet, mine de rien, alors que pourtant, comme je vous dis, la finition civile était bien mieux que ça. Hein. Mais malgré ça, malgré que ce soit une arme de service, pas militaire, mais de service, bah, la finition était vraiment tip-top. On voit vraiment les coups de lime sur la sécurité. On voit aussi la tringle de détente qui est polie à la main. Voilà, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais ça se remarque. Ça a été poli grossièrement, mais suffisamment pour pas que ça rouille. Après 100 années, c'est quand même pas mal. Et alors, pour le démontage, la sécurité se met parallèle au canon. On tire sur le pontet. Voilà. Un peu comme sur un PPK, hein, au final. La glissière vient toute seule. Le canon qui est là, qui est marqué des 3 derniers numéros du numéro de série. Les 3 derniers chiffres, pardon, du numéro de série, ainsi que la glissière. Voilà, je ne sais pas s'il fait le focus. Ah, si, là, il fait le focus. Voilà, 896. C'est les 3 derniers chiffres du numéro de série de mon arme. Et voilà, et le canon vient tout seul. Il est dans un état moyen, il faut reconnaître. Alors, on voit encore très bien les rainures, hein. Mais mine de rien, l'état de surface du canon est pas terrible. Ça vient du fait qu'à l'époque, les Britanniques tiraient que des munitions avec de la cordite. La cordite, lors de la combustion, crée de l'acide nitrique. Et c'est ça qui ronge les canons britanniques de cette époque, malheureusement. Et donc, même si les rainures sont encore franches, il a quand même un état de surface, on a l'impression qu'il a tiré 20 000 cartouches, alors que c'est évidemment pas le cas. Et ici, on voit le verrou du canon, qui en fait, c'est le pontet. Hein. Voilà. Si je remets le pontet comme ça, vous voyez le tenon qui est levé. Si je le tire pour le démontage, il s'abaisse. Tout simplement. On va le remonter.
Bien faire attention de remettre le canon dans son emplacement, de tirer sur le pontet. Hop, voilà, il se remet. On le pousse. Là, il faut un peu jouer. Allez, vous voyez, là j'ai glissé. Vous avez tout vu du Webley modèle 1908 automatique pistol, modèle MP pour Metropolitan Police. Je vais quand même vous montrer un peu ce que ça donne au tir à 10 mètres parce qu'il faut rien attendre. Il faut rien attendre au niveau précision d'un bazar comme ça. Voilà, il groupe pas trop mal à 10 mètres, mais honnêtement, je n'ose pas tirer à 25 mètres avec. Parce qu'on a des remontes cibles que ça pourrait taper dans les câbles ou des trucs comme ça, et là on se fait engueuler au stand de tir, donc voilà, ce sera un essai à 10 mètres. Et tout de suite, l'essai du tir. Petit commentary du tir au Webley Auto. Je le tiens bras franc, parce que ces petits pistolets ne sont pas conçus pour être tenus à deux mains, ça ne sert à rien. La flamme qui est dégagée tient sans doute du fait que le canon est en 3 pouces et demi. La détente, elle, a une course très courte, mais franche. On tombe vite sur un mur avec un poids de départ de 2 kg. Un petit pistolet très agréable au demeurant. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je pensais faire une vidéo plus courte que la dernière fois parce que je n'allais traiter que d'une seule arme. Malheureusement, c'est raté. Désolé, j'ai vraiment un esprit de synthèse pitoyable. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire entre une arme plutôt guerre froide ou alors encore une arme Première Guerre mondiale du début du XXe siècle. Voilà, ça m'aidera à me décider parce que j'hésite entre ces deux modèles. Maintenant, de toute façon, je pense que je sortirai quand même une vidéo pour chacune d'entre elles, mais comme ça m'aide à prioriser mes projets. Sur ce, merci d'avoir regardé et à ciao, bonsoir.